Les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Des clés d'une vie exceptionnelle, bonjour, puisque nous allons continuer à évoquer Jacques Chirac, tandis que la cérémonie se poursuit en l'église de Saint-Sulpice. Et Jean-Marie Bordry, vous êtes resté avec moi, merci. Bonjour à vous, Jacques. Et vous allez me tenir au courant, puis on va ensemble évoquer Jacques Chirac tel que je l'ai connu, car j'ai eu le privilège de le connaître dans ma vie de chroniqueur parisien et de le voir régulièrement à la mairie de Paris et à l'Élysée. Donc on va faire comme d'habitude, on va partir d'une date. Exactement, on va partir d'une première date, tiens, que vous avez sélectionnée, Jacques, puisque vous avez choisi le 29 août 87. Pour vous, c'est de ce jour que date sa popularité. Oui, à cause de quelqu'un dont vous allez entendre la voix. Ce jour-là, Madonna est au parc de Sceaux et elle jette soi-disant ses petites culottes à Jacques Chirac. En fait, c'est un coup préparé à l'avance. Anecdote célèbre. Oui, mais en fait, elle savait où elle jetait sa petite culotte, c'était pas par hasard. Et tout avait été préparé la veille où Jacques Chirac avait donné la médaille de la ville à Madonna à la mairie de Paris, à la fureur de Jacques Lang qui pensait être ministre de la Culture l'année suivante, qui allait l'être d'ailleurs, et qui est d'ailleurs toujours persuadé qu'il est ministre de la Culture. Et il avait traité Chirac de Rocking Chirac parce qu'il osait prendre ce travail. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est une date qui a marqué une anecdote très importante. Ça marque les débuts aussi de Jacques Chirac à Paris, finalement, on pourrait le dire, Jacques. Oui, mais non, il est là depuis 10 ans, en 77, mais surtout ça marque le début de sa popularité, parce que on a recensé depuis 3 jours 26 000 articles sur Chirac. Il y en a eu 5 000 pour Johnny. Il faut mesurer ce que ça donne. C'est impressionnant, effectivement. C'était un maire de Paris rockstar, on le rappelle d'ailleurs, c'était le premier maire de Paris depuis plus d'un siècle. L'institution avait été complètement abolie. En tout cas, ça n'a pas toujours été le cas, cette popularité. Non, au début, il est très mal. On l'aime pas. Enfin, on l'aime en Provence. En province, pardon. Le cul des vaches, il l'adore et c'est réciproque. Mais en fait, il n'est pas populaire à Paris. Un jour, il me l'a raconté. Ouais. Je l'ai interviewé à la mairie de Paris pour un journal américain et il m'a dit, mais les Français ne m'aiment pas, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Le mal aimé. Chirac, le mal aimé en tout cas, il vous l'avait avoué. Oui, mais alors en même temps, il m'a dit, mais vous allez m'interroger en anglais. Je dis non, j'ai déjà assez de mal à parler français. Ça l'a fait rire. Et il avait un très mauvais accent anglais, un peu à la Maurice Chevalier, un accent de séducteur. Et il l'a prouvé un jour de 96 à Jérusalem, quand à la suite d'un incident, il a menacé Jacques Chirac de reprendre l'avion. C'est pas un accent américain. What do you want? Voilà. Alors, ce manque de popularité, pourquoi? Mais justement, en tout cas, ce manque de popularité, il est assez étonnant. Alors, à quoi il le doit? C'est assez bizarre. À sa pudeur. Car aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur Jacques Chirac, mais il y avait un mur entre les Français et Jacques Chirac. Et un jour, il l'a dit, je ne suis pas indiscret de nature, je veux la même chose pour moi. Et par exemple, il y a un jour Anne Sinclair qui lui a demandé d'ouvrir son bureau de la mairie de Paris, ses appartements, pour une émission de télévision. Il a refusé. Il a refusé tout net, tout simplement. Il ne voulait pas qu'on voit cet appartement qui, en fait, était occupé par le préfet de Paris jusqu'à ce que la mairie de Paris devienne celle de Jacques Chirac. Il l'a déménagé le jour même. Il y avait 1000 mètres carrés. Énorme, impressionnant, oui. Mais lui, il avait gardé juste un tout petit coin comme bureau et comme avec un petit lit pour être tranquille. Et un petit lit, pourtant, il dormait pas beaucoup, Jacques. 4 heures par nuit. Mais il n'y a rien. Mais oui, mais il faisait des micro-siestes de 10 minutes et ça lui suffisait. Alors, dans sa voiture, il disait à son chauffeur, je vais dormir et réveillez-moi à l'arrivée. Et la journée, c'était insensé. C'était incroyable. Le matin, il se réveillait, il écoutait 3 radios en même temps. Il y avait 3 radios à l'époque. 3 radios en même temps à l'époque. C'était RTL, Europe 1 et France Il arrivait Inter. à suivre les trois simultanément. Simultanément pour avoir les informations. Alors, il avait aussi un petit déjeuner qui était très important et qui avait un modus operandi très particulier, non? Oui, c'est-à-dire qu'il avait une table roulante dans le salon et il passait avec la table roulante d'un endroit à l'autre avec des papiers à signer ou à voir. Et il y avait un café avec une crème venue des États-Unis et du gâteau au chocolat le matin, un gâteau très lourd parce que comme ça, on avait de l'énergie pour la journée. Oui, c'est une routine très précise. En tout cas, il était maniaque aussi de quelque chose, Jacques. Oui, d'abord, il notait tout. Je l'ai vu un jour, il me l'a raconté, sur un bloc. Il prenait un bloc le matin, il notait tout ce qu'il avait à faire dans la journée. Et il le respectait. Il le respectait à la minute près, avec une organisation totale. C'est incroyable quand même. Il était archi méthodique. Et très organisé, du coup. Oui, et il faisait tout lui-même. Tout. Et un jour, c'est Bernadette Chirac qui me l'a raconté. Elle m'a dit un jour, vous vous rendez compte, on arrive à l'Élysée en 95 et le dimanche, je vois mon Jacques Chirac en chaussons et en jean en train de faire ses photocopies. Alors elle lui a dit, mais écoutez,
Jacques, vous êtes président, ce n'est plus à vous de les faire. Il a fait « ah bon ?» et sa secrétaire s'en est occupée. Il n'était pas forcément habillé de manière très luxueuse aussi, Jacques. Il s'en fichait complètement. Ouais. Il s'en fichait et il avait même un vieux pull auquel il tenait, car Georges Pompidou, qui était son mentor, le lui avait offert. Sentimental donc, hein, sentimental. Complètement. Il sortait pas du tout. Les mondanités, il s'en fichait complètement. On voyait Bernadette le soir dans Paris, lui, il s'en fichait. Il préférait un bon western. Ah oui. Comme celui-ci. Western culte, celui-là. L'homme qui tua Liberty Valance, le dernier film en noir et blanc de John Ford, que Jacques Chirac affectionnait, qu'il regardait en boucle le soir dans son salon personnel. Et d'ailleurs, c'est Lee Marvin qui joue le rôle, et au départ, c'était un ami de John Ford, Ward Bond, totalement oublié, qui devait le jouer. Il adorait aussi Gregory Peck, parce que sa femme était française, Véronique Peck, et chaque fois que Gregory Peck venait à Paris, il rayait sur son agenda des rendez-vous pour dîner avec lui, pour aller voir l'acteur. Et il y avait une véritable amitié, car c'était un homme d'amitié. Un homme d'amitié qui était très fidèle d'ailleurs, c'est ce qu'on dit beaucoup de ses proches qu'on retrouvait justement, qui lui ont rendu hommage, y compris sur Sud Radio. Vous avez choisi une autre date, Jacques, en octobre 64, petit retour en arrière. Oui, mais on va en parler dans quelques instants, si vous êtes d'accord. On va continuer à parler de Jacques Chirac sur Sud Radio, tandis que la cérémonie se poursuit en l'église Saint-Sulpice. A tout de suite. Une vie aujourd'hui consacrée à Jacques Chirac, que j'ai eu le privilège de connaître dans ma vie de chroniqueur parisien. Jean-Marie, vous suivez la cérémonie en l'église Saint-Sulpice. Oui, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Et juste à l'instant où vous parlez, Jacques, le cercueil de Jacques Chirac recouvert d'un drapeau tricolore est en train de quitter l'église Saint-Sulpice à Paris, ce qui signifie que la cérémonie touche à sa fin. Oui, et on a vu Emmanuel Macron aller saluer Claude Chirac, visiblement la fille aussi, de Jacques Chirac, oui, tout à fait. Visiblement ému. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait 8 hommes pour porter le cercueil et ils ont du mal à le descendre. Il doit être très très lourd. Il est très lourd, en tout cas il était très grand, 1m90, Jacques Chirac. Il était aussi un bon vivant, donc ça devait être effectivement très difficile. On peut imaginer aussi, Jacques, que les marches de l'église Saint-Sulpice sont un peu raides pour les militaires qui l'ont porté. Quoi qu'il en soit, avec vous, les amis sur Sud Radio, on va continuer à dérouler un peu la vie plus ou moins connue d'ailleurs de Jacques Chirac en compagnie de Jacques Pessis, puisque Jacques, vous avez sélectionné une autre date importante, octobre 64, le 5 octobre, c'est une date qui a un rapport avec la télévision. Oui, et curieusement, c'est le début d'un feuilleton que toute une génération d'enfants connaît bien, le Manège enchanté de Serge Dano, avec le Pollux par Jacques Baudouin et le Zébulon. Et pourquoi j'ai choisi cette date? Parce que le premier surnom de Jacques Chirac, c'était Zébulon, parce qu'il sautait comme un ressort dans sa vie quotidienne. Parce qu'il était nerveux, donc c'est ça? Il était très nerveux, et ses copains d'Ussel, quand il a été candidat à la députation, l'ont surnommé Zébulon. Et Zébulon, je vous propose d'entendre sa voix. C'est assez étonnant d'imaginer qu'il avait ce nom-là, Jacques Chirac. C'est drôle, effectivement, c'est pas l'image qu'on en garde après, mais c'est vrai qu'il était surnommé l'homme pressé aussi au début de sa carrière. Et l'hélicoptère, parce qu'il faisait des moulinets avec ses bras en permanence. C'est à Sciences Po qu'on l'a surnommé ainsi. Donc c'était un surnom qu'il avait gagné comme ça. Il avait des surnoms en campagne aussi? Non, en campagne, c'était au contraire une rigueur et un sérieux total. Il avait appris l'art de faire campagne par Xavier Tibéri, qui avait fait campagne avec Jean Tibéri. Donc il fallait apprendre à serrer des mains, à embrasser les enfants. Il ne savait pas tout ça au départ. Et il a même, en 81 pour sa campagne, été un précurseur avec le premier clip de campagne de l'histoire des présidentielles. Ça a marqué beaucoup de gens. Ça se démode vite, ça a marqué. L'air est resté célèbre, mais c'est vrai que c'est comme les publicités. Il ne faut pas les écouter trop longtemps après. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça c'était la campagne de 81. Il n'a pas été élu. Il n'est pas passé au second tour en 81. Il le savait. Il le savait. Il savait que c'était un tour de chauffe. Il a été beaucoup plus déçu en 88. Mais il savait que son but à l'époque, et on le sait aujourd'hui, c'était de battre Giscard. Et ça, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi. Et à l'époque, je me souviens, personne n'imaginait ça. Quand Mitterrand a été élu, Chirac et les autres, on est très déçus. En fait, il avait dîné avec Mitterrand, Chirac, et ils s'étaient arrangés tous les deux. C'était un coup bas en tout cas. Il y a eu d'autres chansons sur Jacques Chirac. Il y a eu une dizaine de chansons en tout, mais surtout, il ne s'en occupait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire campagne et avec sobriété. Car autant c'était un bon vivant dans la vie, autant en campagne, il ne buvait pas et il mangeait
très peu, surtout au moment d'un discours. Il y a un film de Raymond Depardon montrant sa campagne pour la ville de Paris. Ouais. On le voit jeter un verre de champagne dans un pot de fleurs. Parce qu'il voulait pas boire trop, qu'il en avait assez. Il ne voulait pas boire du tout. Donc il faisait semblant, il prenait une goutte et il reversait le verre. Et il avait incroyable. Un autre truc, il goûtait une goutte et il prenait le verre d'à côté qui était vide. Tout avait été préparé. Il voulait faire croire qu'il buvait, mais en même temps, il fallait tenir le choc. Il fallait tenir le choc, en tout cas, ça c'était important. Il fallait aussi garder la mémoire, justement, puisque vous vous rappelez, vous, Jacques, qu'il avait tendance à oublier ses numéros de chambre. C'est ballot. Régulièrement, dans les hôtels où il descendait, il ne savait plus dans quelle chambre il était. Et il demandait à son chauffeur, dis donc, toi, votre chambre, c'est laquelle? Et il s'en sortait comme ça, mais personne n'était dupe. C'était la mémoire des chiffres qu'il n'avait pas. Et puis alors, il y avait bien sûr les campagnes, mais il y avait la vie quotidienne. Et là, c'était effectivement Obélix. Obélix, c'est-à-dire que c'était vraiment un festin. D'abord, il discutait politique après avoir déjeuné ou dîné. Il n'était pas question d'en parler pendant. Et les repas, c'était la tête de veau, mais c'était aussi une choucroute. Il y a une anecdote. Tout ce qui tient au corps. Mais tout ce qui tient au corps. Et il y a une anecdote. Un jour, il revient en campagne avec quelqu'un. Et le chauffeur a préparé 2 plats de choucroute dans la voiture. 2 un pour lui, un pour son invité. Oui, d'accord. Chirac engloutit le premier, prend le second, et à la dernière bouchée du second, il fait « Oh, je vous ai oublié. Oh, pardon, mais excusez-moi. » Vaut mieux le dire après, effectivement. Il a mangé les 2 plats de choucroute. Ça rappelle une de ces citations de Jacques Chirac, « Quand j'ai faim, je deviens agressif », qui parle à beaucoup de Français, effectivement. Il a carburé à quoi, alors? Alors d'abord, dans sa première vie, au champagne. Au Dom Pérignon, il en buvait beaucoup. Et puis il a découvert la bière. Ça a commencé par la Tuborg. Et puis ensuite, il y a eu la Corona qu'il a découvert au Mexique. La fameuse bière mexicaine. Et ça, c'était vraiment sa préférée? Il avait un tonneau dans son bureau de la mairie de Paris que j'ai vu pour pouvoir boire de la Corona. Et tout de suite, on va refaire un tour sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris, puisque l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, rend hommage à son tour sur Sud Radio à Jacques Chirac. Parler d'un homme chaleureux, d'un homme qui aimait les Français, c'est aussi l'image que vous gardez de Jacques Chirac? Oui, d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle les Français... Voilà pour cette réaction de Ségolène. En tout cas, voilà, les personnalités politiques sont toujours assez nombreuses, quoi qu'il en soit, sur le parvis de cette église Saint-Sulpice à Paris. Alors, je reviens à Jacques Chirac et à sa boulimie permanente, si j'ose dire. D'abord, il y a des restaurants qu'il doivent beaucoup. C'est-à-dire qu'il a été le meilleur attaché de presse des restaurants où il allait. Il y a eu bien sûr le Père Claude. Où il leur a fait gagner beaucoup de clients, quoi. Il les a rendus célèbres. Un BD même j'ai fait des articles dans les journaux quand on m'a prévenu qu'un jour il a déjeuné à l'Opportun, qui est un bistrot diététique, soi-disant. Diététique, mais alors la diète Chirac, quoi. Oui, la diète Chirac. Il avait invité Sébastien Aznar, le Premier ministre espagnol. José María Aznar, le Premier ministre espagnol, effectivement. Et donc il avait le lendemain. C'était plein le restaurant. De même, la Cigale, qui était un petit restaurant rue Chaumel, il va dîner un soir avec Gerhard Schröder. Et puis, le lendemain, article dans la presse. C'est ça. Et donc, du coup, c'était... Belges est venue la semaine suivante. Article dans la presse, et le restaurant a grandi. Donc vous ouvriez un restaurant, vous aviez tout intérêt à inviter Jacques Chirac s'il y faisait bonne pitance. En tout cas, vous gagnez la renommée et les clients. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi des anecdotes avec François Mitterrand, Jacques. Oui, parce que François Mitterrand, lui, adorait les histoires avec Roger Hanin. Et Jacques Chirac, il avait son Roger Hanin. C'était Maurice Druon, l'auteur des Rois maudits, le neveu de Joseph Kessel, co-auteur du Chant des partisans. C'est ça. Il avait la science de l'imitation et il rigolait beaucoup avec Jacques Chirac et Charles Pasqua quand ils dînaient ensemble. Effectivement, il prenait son temps du coup? Alors là, il prenait son temps, mais quand c'était fini, au pas de course. Je me souviens d'une réception à l'Élysée, dans le salon d'honneur. Donc il parle avec tout le monde, il salue tout le monde très gentiment, il fait des photos qui ne sont pas encore des selfies. Et après, il fait un signe à ses gardes du corps et à son entourage. On y va. Il a foncé devant vers la sortie, mais à une allure record. Pas de course. Je veux dire que son entourage a eu du mal à le suivre. Oui, en plus, étonnant. Il avait des grandes jambes pour quelqu'un qui mesure 1m90. Du coup, vous l'avez vu à l'Élysée, il prenait le temps, mais après, il passait très vite. En voiture, c'était pareil ou pas? En voiture, il n'y avait pas de limitation de vitesse dans les années 70. Il y en avait, mais elles n'étaient pas respectées en tout cas. Disons que Paris-Ussel, il le faisait à vive allure, avec le chauffeur ou tout seul. Et en revanche, quand il est devenu président, il s'arrêtait au feu rouge. Il exigeait de ne pas griller les feux rouges comme d'autres chefs d'État. Alors il s'arrêtait, et moi je me souviens un jour l'avoir vu à côté de moi, et les gens le reconnaissaient, le saluaient, il parlait avec les gens tant que le feu était rouge. C'est vrai qu'il y a de nombreuses images d'archives de l'INA, justement, vous voyez Jacques Chirac, qui est président même de la République, et qui baisse la vitre. Aujourd'hui, ça se verrait quasiment plus pour des raisons de sécurité évidentes. C'est impossible. Il y avait une chose qu'il expédiait aussi, c'était le déjeuner de famille du dimanche.
Alors là, c'était avec la belle-mère, Madame Chaudron de Courcelles, qui ne l'aimait pas, qui lui avait souvent dit « Vous n'auriez jamais dû entrer dans la famille ». Ah oui, d'accord, oui, charmante l'ambiance, hein, la belle-mère dans toute sa splendeur. Quoi. Voilà, donc il arrivait, elle déjeunait avec Bernadette, elle avait préparé sa petite feuille avec des questions à poser, il écartait d'un geste, il mettait la télé, il mettait les guignols, il ne lui adressait pas la parole, il déjeunait et après il repartait à son bureau et elle restait avec ses feuilles. C'était extraordinaire. C'est incroyable hein, quand même, ça a laissé en tout cas cette personnalité de Jacques Chirac a permis à inspirer aussi beaucoup d'humoristes du coup. À commencer par les guignols. Oui putain, c'est moi dis donc. Pareil, oui. Ah oui, c'est moi. Vous avez vu hier le gars qui attendait les pilotes à l'avion? C'est moi. Voilà. C'était moi, le grand, là, avec les cheveux en arrière collés au Yves tirage. Lecoq, l'imitateur. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le garçon qui a créé sa marionnette s'appelle Bruno Marty. Il a fait 280 marionnettes des Guignols et il est dessinateur de presse totalement anonyme. Et c'est vrai qu'elle est restée très célèbre, hein, cette marionnette. Oui, et puis Chirac était un peu traité avec humour, il avait de l'humour. Un jour, il y a un type qui s'avance vers lui et qui dit « Connard ». Chirac ne se bouge pas et répond « Enchanté, moi c'est Chirac ». C'était de la jolie répartie en tout cas. Pourtant, il n'avait rien à voir avec sa marionnette, dites-vous. Rien à voir, c'est-à-dire qu'il était courtois, galant, il faisait le baise-main aux femmes. Bon, ses aventures, on en a parlé. Il disait pas ouais putain comme vient de le dire sur Sud Radio la marionnette. Non, pas du tout. Donc, il était vraiment heureux de parler aux femmes, même s'il ne les séduisait pas. Et il y en a une dont on a beaucoup parlé chez Jacqueline Chabridon, que j'ai connue, journaliste au Figaro, et qui avant de tomber amoureuse de Jacques Chirac a failli épouser un autre homme qui était profondément amoureux d'elle, c'était Maurice Chevalier. D'accord. Donc c'est quand même... Effectivement, cette femme est absolument charmante, journaliste de talent politique. Et ça a été une vraie histoire d'amour. Une vraie histoire d'amour. Il a failli divorcer pour elle. Bon. Il a eu d'autres aventures ou pas? On n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais sans doute, la rumeur le dit, Bernadette a supporté tout ça. En revanche, elle a beaucoup plus mal supporté l'Élysée au départ. Moi, je me souviens quand elle est arrivée à l'Élysée, elle cherchait ses marques, elle avait été tellement heureuse à la mairie de Paris, à tel point que pendant des mois, Bernadette et Jacques ont continué à habiter à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville. Voilà, au grand désespoir de Jean Tibéri qui attendait l'appartement. Le nouveau maire de Paris. Voilà, et elle avait avec elle un conseiller, Bernard Niquet, qui est décédé aujourd'hui, que j'ai connu comme pion au lycée Claude Bernard où j'étais. Surveillant. Voilà, et il avait viré un jeune homme après mai 68 qui s'appelait Michel Field. Ah, le journaliste. Donc. Voilà, qui était à l'époque le patron de la Ligue communiste du 16e arrondissement et sans doute le seul membre. Effectivement. Et après, ce qui est curieux, c'est que Bernard Niquet a retrouvé Michel Field à l'Élysée, puisqu'il est devenu proche de la famille Chirac. Et il est redevenu, du coup, vous avez une dizaine de titres avant Conversation pour Jacques Chirac. Oui, c'est-à-dire que quand il a fait son livre, quand Bernadette a fait son livre Conversation, Bernard Niquet m'a appelé, il cherchait un titre, le mot torture revenait régulièrement, et puis finalement Jacques Chirac a dit non, c'est pas sérieux, il faut vraiment que le livre soit le plus solide possible, le plus sérieux possible. C'est ça. C'est comme ça qu'il est devenu Conversation. C'est comme ça que ce titre est devenu Conversation en tout cas. La famille Chirac en tout cas était très dure mais en même temps chaleureuse avec les gens qui l'aimaient. D'abord très chaleureux avec tout le monde, et Bernadette aussi, parce qu'elle avait l'image très dure, mais les pièces jaunes, elle l'a voulu. Évidemment. Elle a travaillé dessus pendant des mois. Elle est associée complètement à cette opération des pièces jaunes. C'était essentiel pour elle, dès qu'il y avait une émission de télévision sur les pièces jaunes alors qu'elle ne voulait pas paraître, elle y allait. Et plusieurs fois, elle était angoissée, mais il fallait descendre ces pièces jaunes. Voilà. Et j'ai aussi connu un Jacques Chirac beaucoup plus simple encore. Et vous êtes d'accord, on en parle dans quelques instants. D'accord, on en parle dans quelques instants. Avec une autre date. Avec une autre date, eh bien, écoutez très bien. 1983. 18 mars. On garde la surprise. Oh oui. Les clés d'une vie. Les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, on évoque aujourd'hui Jacques Chirac. La cérémonie vient de se terminer et je crois que le cercueil est en route vers le cimetière Montparnasse, Jean-Marie Bordry. C'est exactement ça, le convoi funéraire vient de quitter l'église Saint-Sulpice à Paris. On ira d'ailleurs dans quelques minutes retrouver notre correspondant Sud Radio, Thibaut Gauthier, qui est en direct du parvis de l'église Saint-Sulpice. Jacques, vous avez sélectionné une date que vous avez retenue, c'est le 18 mars 1983 dans la vie de Jacques Chirac. Oui, on va continuer à parler de Jacques Chirac vivant et bon vivant. Et ce soir-là, c'est important et je suis le témoin de la réconciliation avec Dalida. Dalida, vous savez, était très proche de Mitterrand. On dit que ça a été sa maîtresse. Je n'y crois pas un seul instant. Et ce soir-là, Jacques Chirac est invité au Paradis Latin pour les 75 ans surprise de Loulou Gasté, le mari de Lynn Renaud. Et avec Bernadette, par amitié pour Lynn Renaud, il y va. Dalida monte sur scène et elle chante. Alors, je
je me souviens très bien de la scène. Elle redescend, c'est tout petit le paradis latin. Elle descend de la scène minuscule et elle part par derrière pour retrouver sa place et elle passe derrière Chirac. Et Lynn Renault, qui la suit, a compris le truc et elle pousse, au moment où Jacques Chirac se lève pour laisser passer Dalida, elle pousse Dalida dans les bras de Jacques Chirac. Un coup monté, quoi. Un coup monté entièrement. Il ouvre les bras. Naturellement, tous les photographes ont saisi la scène. Ont croqué la scène. Ils étaient prévenus à l'avance. Ouais. Et Jacques Chirac, tout sourire, s'est réconcilié avec Dalida, qui pensait que Chirac était Mitterrand. On sait maintenant que c'est pas la vérité. Et d'où venait alors cette inimitié, ce besoin de réconciliation? C'était simplement à cause de Mitterrand? À cause de Mitterrand, parce que Dalida avait été proche de Mitterrand et l'avait soutenu pendant sa campagne, face à Chirac, qui lui soutenait aussi Mitterrand par derrière. Et le lendemain, dans la presse, Dalida, bien sûr, évoque Chirac et dit « il a l'allure d'un séducteur ». Effectivement, elle l'avait remarqué. C'était pas la première ni la dernière d'ailleurs. Jacques Chirac était assez proche de Lynn Renault aussi. Oui, très proche. Dès qu'il y avait un anniversaire de Lynn Renault ou une fête surprise, il était là. Alors, Lynn Renault a été proche de tout le monde, mais elle avait une affection particulière pour Jacques Chirac. Et je me souviens de l'inauguration de la place Loulou-Gastet à Paris, près du boulevard Pereire, dans le 17e, juste à côté de la mairie, où par surprise, Lynn Renault s'est retrouvée un jour de 1950 et a épousé Loulou-Gastet, qui n'avait pas prévenu que c'était son mariage. Et je me souviens de cette cérémonie où, à la fin, Lynn Renault a entonné Ma cabane au Canada avec Jacques Chirac dans les chœurs. Heureusement, il ne reste... Jacques Chirac dans les chœurs? Oui. De Ma cabane au Canada. C'est incroyable. Ah oui, je l'ai vu, mais en même temps, il ne reste aucune trace, fort heureusement. Aucun enregistrement. Non, il chantait totalement faux ce jour-là. Il y a d'autres d'ailleurs chansons qui se rapportent à Jacques Chirac, notamment une d'un imitateur le plus célèbre des années 80, c'était Thierry Leluron. Oui, Thierry Leluron, il a justement imité Jacques Chirac dans une parodie de Dalida, Chichi Valentino. Chichi Valentino, joli minois croqueur de bois, content fleurette. Gigi Valentino, le séducteur Chirac, c'est tout à fait ce qu'il fallait. C'est exactement ça, oui, une belle parodie d'ailleurs. Et les liens entre Thierry Leluron et Jacques Chirac et Bernadette Chirac étaient authentiques. Moi, je me souviens avoir dîné avec eux trois et il y avait une véritable amitié entre Bernadette et Thierry. Ils étaient très proches. Pourtant, il le ratait pas, Thierry Leluron. Mais il le soutenait complètement. En 1979, il fait son show au théâtre Marigny, le Luron, avec son chien qui a un collier de diamants en arrivant en scène. On voit l'allusion. Et il y avait Giscard en face. C'est ça. C'était l'époque des diamants de Bocassa. Voilà. Thierry Leluron n'a pas échappé à un contrôle fiscal ensuite. Et dans la salle, il y a eu un soir Bernadette et Jacques qui sont venus pour le féliciter et l'applaudir et rire. Et ce jour, le final de ce spectacle, la pub disait Thierry Leluron vous dira qui sera président en 81. Et à la fin, il était en Jacques Chirac, habillé en militaire, comme dans Radio Paris, les Français parlent au français. Et sur Radio Londres. Sur Radio Londres. Et il prévoyait la victoire de Jacques Chirac. Ils l'ont vu venir, en tout cas, ils l'ont bien vu venir. Alors Jacques Chirac, il ne riait pas que avec Thierry Leluron, puisque vous l'avez vu aussi avec Charles Trenet. Oui, avec Charles Trenet. Charles Aznavour, un jour à l'Élysée. Charles Trenet a été fait commandeur de la Légion d'honneur par Jacques Chirac, dans ce salon d'honneur qui est un immense salon au rez-de-chaussée qui vient d'être refait. Et j'ai vu Trenet et Aznavour parler poésie avec Jacques Chirac. D'abord, ils ont ri de plaisanteries de gaudrioles car ils aimaient les jeux de mots et ça faisait beaucoup rire Chirac. Et surtout, Chirac a montrer sa connaissance de la poésie en parlant de Max Jacob, de Jean Cocteau, avec une culture hors du commun. C'est un vrai lettré qui pourtant la montrait pas d'ailleurs forcément, qui ne l'étalait pas au grand public sa culture. Il ne voulait pas le montrer, à tel point qu'à la mairie de Paris, dans le bureau de Jacques Chirac, il y avait un tiroir fermé, et il était le seul à avoir la clé, et dedans il y avait des recueils de poésie contemporaine, chère à son cœur, qu'il lisait le soir. C'était son jardin secret en tout cas. Et il lisait aussi des SAS. Il avait la SAS. Dès qu'il y avait un nouveau SAS, il envoyait son chauffeur. C'était sa série préférée. Ah oui, il a envoyé son chauffeur chercher le nouveau SAS de Gérard de Villiers. Et en tout cas, du coup, comment se déroulaient avec Jacques Chirac les cérémonies de remise de la Légion d'honneur? Alors, c'est une tradition vieille comme la présidence de la République. Il y a en général 12 personnes qui sont là, sauf cas extrême d'une personne. On est aligné et on attend que le président de la République entre. Et ensuite, il lit un discours préparé et il va remettre la décoration à chacun des décorés. À chacun des décorés. Il commence par le chevalier et finit par le commandeur ou dans l'ordre protocolaire. Voilà. Exactement. Et en revanche, beaucoup de gens lisaient leurs textes, mais j'ai vu François Mitterrand ne lisait pas et Jacques Chirac non plus. Ils improvisaient, ils savaient ce qu'ils étaient venus dire, ils n'avaient pas besoin de pense-bête en tout cas. Qui étaient les artistes préférés de Jacques Chirac? Alors c'est curieux, pour le savoir, il faut un sondage dans un journal que vous n'imaginez pas, Jean-Marie, c'est Podium.
le journal de Claude François. Podium. Oui, Quel est le rapport avec Jacques Chirac ? Eh ben, c'est dans Podium que Jacques Chirac a avoué pour la première fois quel était ses artistes préférés. Oui, on n'aurait pas prévu, on n'aurait pas pensé forcément le lire là-dessus. Vous aviez aussi des... Il y avait quand même Francis Huster, Ouais. qu'il adorait, Le Isabelle comédien. Adjani, qu'il affectionnait, et qui a dit de Jacques Chirac, c'est le moins comédien des hommes politiques. C'est une belle formule. Et il y avait France Gall. D'accord. France Gall, il l'adorait. Et il faut savoir que quand France Gall a eu des problèmes tragiques avec Michel Berger, puis avec sa fille Pauline, qui est morte monstrueusement à 19 ans, Jacques Chirac a été très présent à tous les moments. Donc il était vraiment fidèle, en tout cas avec eux, il s'est montré fidèle, comme le disaient justement ses proches. Il a fréquenté aussi les locomotives. Oui. C'est-à-dire Non, c'est-à-dire toutes les personnalités parisiennes venaient chez lui. Il en voyait peu, c'est Bernadette qui les fréquentait, mais il a fréquenté aussi le métro. Et il y a une photo illustre de Jacques Chirac où on le voit en train de sauter par-dessus. Elle est iconique cette photo. Oui, sur le tourniquet du métro. Oui, et vous connaissez l'histoire de cette photo ? C'est très simple. Il arrive pour inaugurer ce métro, ce RER, et on lui tend un ticket. Le patron de la RATP lui tend un ticket pour... Il n'arrive pas à le placer dans le ticket. Il ne savait pas comment ça marchait. Il ne savait pas comment ça marchait. Donc il ne le prenait pas, le métro. Non, il n'a jamais pris le métro de sa vie. Donc la photo, une des photos les plus célèbres de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac qui passe par-dessus le tourniquet. Parce que le tourniquet ne marche pas. Parce qu'il ne sait pas le faire marcher, Exactement. en fait. C'est une histoire incroyable. Et alors, en plus, ça lui a permis, à l'époque, il avait eu un grave accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Absolument. Sur la route du Sel, sa voiture dérape, il est derrière dans la voiture, les genoux croisés, et paf, la jambe cassée. Des mois et des mois de rééducation. Il et était obligé d'avoir les genoux croisés avec, compte tenu de sa taille, dans une voiture qui était petite. Oui, mais alors, je veux dire, la rééducation de Jacques Chirac et surtout la bouffe à l'hôpital. L'hygiène de vie. Ça n'a pas vraiment plu, ça n'était pas extraordinaire. Et donc, cette photo, ça a montré en même temps qu'il avait retrouvé toute son agilité. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Alors après, on ne va pas être trop dur avec Jacques Chirac. Valéry Giscard d'Estaing lui-même, qui était président de 74 à 80, ne savait pas servir d'un ticket. Il y a eu l'inauguration du RER et je l'ai vu, j'étais là. Et il est arrivé avec les dames en manteau de vison dans le RER, ce qui surprenait. Ça se voit souvent. Il ne savait même pas comment on mettait un ticket de métro, lui non plus. Il ne savait pas du tout un ticket de métro de comment ça marche. Enfin, on imagine bien les limitations de Valéry Giscard d'Estaing. Qu'est-ce qu'on doit à Jacques Chirac ? Moi, je lui dois quelque chose. Vous ? La rue Pierre Dac. C'est-à-dire, je suis l'héritier de Pierre Dac. Oui. Je voulais une rue Pierre Dac à Paris. Ça bougeait pas. Il s'en est mêlé directement. Alors au départ, on a failli débaptiser la cité Véron de Jacques Prévert, ce que je voulais pas, et ça a été un scandale. Et il a trouvé un bout de rue libre aux côtés de l'avenue Junot à Montmartre, juste à côté de l'endroit où Pierre Dac a débuté, à la Vache Enragée. Donc c'était bien placé. Et le 1er avril 98, personne n'y a cru. Ce n'est pas lui, mais Jean Tibéry. Oui, qui était plus maire, Jacques Chirac. Il était président de la République, qui a inauguré la rue Pierre Dac en parlant de Pierre Dac. Et c'était un souvenir fabuleux. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez personnellement, Jacques Pessis, à Jacques Chirac. Vous avez un autre détail que vous avez retenu ? Oui, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'Élysée, le secrétariat ne s'éteint jamais la nuit. Parce que Charles de Gaulle, un jour, est tombé. Et depuis ce jour-là, on a donné ordre à l'Élysée de ne jamais éteindre la lumière si quelqu'un vient au secrétariat. Donc il y a toujours de la lumière, quel que soit le moment. Au grand désespoir de Bernadette, qui ne supportait pas cela parce qu'elle dormait juste au-dessus. Mais Jacques Chirac a maintenu cette tradition par amitié, par affection, par admiration. C'est pour ça qu'on a l'impression que personne, en tout cas, ne dort à l'Élysée. Du coup, cette lumière, elle va rester présente longtemps. Elle restera présente longtemps, comme Jacques Chirac reste présent dans notre souvenir pendant très longtemps. Tout ce qui s'est passé depuis 4 jours est hors du commun. Et s'il est là-haut, il doit quand même sourire en se disant finalement, j'étais le plus aimé des Français. Et c'est vrai qu'on l'aimait, c'est vrai qu'on lui rend l'hommage qu'il faut aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que l'histoire ne l'oubliera pas. Et en tout cas, les anonymes qui étaient nombreux sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris lui ont rendu hommage, puisque tout de suite on retrouve Thibaut Gauthier, correspondant pour Sud Radio sur place. La cérémonie est terminée, Thibaut ? Ouais, la cérémonie s'est achevée ici à Saint-Sulpice avec un dernier grand moment d'émotion lorsque le cercueil de Jacques Chirac a été porté hors de l'église, puis lorsque lentement il a été porté au bas des marches de cette église Saint-Sulpice vers le véhicule qui vient de partir à l'instant vers le cimetière du Montparnasse, là où il sera enterré. Des applaudissements tout au long de cette descente par le public. C'est le long de la barrière, des applaudissements repris de plus belle lorsque Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, est sortie de l'église derrière le cercueil. Elle a mis ses mains en forme de prière, elle les a tendues vers le public et on a pu lire sur ses lèvres « Merci beaucoup ». Elle aussi voulait rendre hommage à tous ces gens venus assister à l'enterrement de son père sur les écrans géants. Des gens qui quittent actuellement la place Saint-Sulpice suite à un moment qu'ils qualifient tous, on a discuté avec eux, un moment qu'ils qualifient d'historique.
Oui. Et Claude Chirac, on a dit beaucoup de mal d'elle quand Jacques Chirac était président, qu'elle s'occupait de tout. Mais elle a vraiment fait un travail formidable pour son père. Avec des problèmes personnels immenses qu'on ne va pas évoquer ici. Elle a tenu le choc. Et je pense que Jacques Chirac lui doit énormément. Et que s'il a été président de la République, eh bien, s'il a touché autant de cœur, notamment chez les jeunes, Claude Chirac, qui n'avait aucune formation de communication, a vraiment été pour beaucoup. Bon, je sais que Bernadette n'a pas beaucoup apprécié l'arrivée de sa fille dans cette histoire, mais en même temps, l'histoire de famille, ça ne nous concerne pas directement sur cette radio. C'est exactement ça. En tout cas, on peut remercier Thibaut Gauthier, qui était correspondant Sud Radio sur place, en direct de la place de l'église Saint-Sulpice à Paris, où le match s'est terminé. Oui, je sais que c'était Saint-Sulpice aujourd'hui, parce que Notre-Dame n'était pas disponible, pour les raisons qu'on connaît. À cause de l'incendie, alors qu'effectivement, on peut se souvenir d'ailleurs d'un des grands moments au tout début du mandat de président de la République de Jacques Chirac en 95. François Mitterrand vient de mourir. Tous les grands du monde de l'époque sont réunis derrière Jacques Chirac, justement dans la basilique, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et Jacques Chirac avait rendu un hommage très fort à François Mitterrand. Et ils avaient une complicité qu'on n'imaginait pas, comme Emmanuel Macron a rendu un hommage très fort à Jacques Chirac. La différence entre les deux, c'est que Jacques Chirac et François Mitterrand sont affrontés pendant presque plus de 20 ans. Oui. 30 ans presque. Voilà. Mais il y aura d'autres affrontements. Merci Jean-Marie de m'avoir accompagné dans ces clés d'une vie. On va maintenant retrouver Brigitte Lahaie dans quelques instants. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie. Belle journée sur Sud Radio.